12, 13, 14, 15 et même 16. Un iPad Pro M2 de 14,1 pouces. Direction Mars. Le puzzle du casque se met en place. La nouvelle carte d'identité française, bientôt intégrée à votre iPhone. Vendredi 10 juin 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 9. Bonjour à tous. La quotidienne iWeek avec le soutien de Clean My Mac X, l'utilitaire tout en un qui vous permet de nettoyer votre Mac et de le garder aussi rapide qu'au premier jour, juste en quelques clics. Si votre Mac commence à ramer, si vous le sentez plus lent, moins réactif, cliquez sur le lien dans la description et profitez de 5% de remise sur Clean My Mac X, un utilitaire que nous, la Team iWeek, recommandons d'autant plus que son éditeur MacPo est ukrainien et que son équipe assure la suite du développement et du support client malgré la guerre. Merci à Clean My Mac X pour son soutien. Et tout d'abord, Ellie, cette interview en exclusivité mondiale accordée par Tim Cook à Mouloud Achour et Click TV, diffusée ce vendredi soir sur Canal+. Enfin, une interview intelligente et qui fait avancer la connaissance d'Apple aujourd'hui et de son CEO Tim Cook. Oui, en effet, c'est une interview assez remarquable que j'ai regardée en direct, qui fait 43 minutes. Donc c'est un des entretiens les plus longs que Tim Cook ait donné, et en tout cas à un média français, c'est certainement le plus long. Et dès le départ, ils se connaissaient déjà, donc ils ont expliqué qu'ils s'étaient rencontrés à Paris lors d'une visite de Tim Cook et qu'ils avaient dîné ensemble. Et donc ils ont lié connaissance, et du coup Tim a invité Mouloud Achour à la WWDC, donc il était là pour la keynote, il était là pour la présentation des MacBook Air M2. On voit plusieurs séquences à l'intérieur de l'Apple Park. Et ensuite, ils se sont assis dans l'endroit qu'affectionne particulièrement Tim Cook pour cet entretien qui a beaucoup porté, on vous en parlera beaucoup plus en détail dans le prochain iWeek, sur les liens d'Apple et la France. Donc, ils ont parlé des développeurs français, des apps françaises. Il en a cité quelques-unes. Évidemment, Mouloud immédiatement a enchaîné en disant « l'app numéro 1, c'est MyCanal ». Donc, c'est bonne guerre quand même. Mais ils ont beaucoup insisté sur les valeurs, sur ce que préoccupe Tim Cook, sur tout ce qui est vie privée, que représentait le fait d'avoir fait son coming out pour Apple et pour le reste de la société. C'était vraiment très intéressant, et je pense que c'est une des fois où Tim c'est le plus, à la limite, révélé, parce qu'il a dit lui-même qu'il était très pudique, etc. Et il a donné plein de détails sur ce qu'il pense, sur vraiment les valeurs d'Apple et sa préoccupation. Il a beaucoup insisté sur le fait que, pour lui, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il voudrait que les gens se rappellent de lui en disant qu'il a laissé Apple et la société et l'humanité dans un état meilleur qu'il a trouvé en arrivant chez Apple. Donc Apple, sa mission, c'est ça. Donc avec plein de détails sur l'écologie, sur la neutralité carbone, sur plein de choses, plein de sujets différents. Et franchement, j'ai trouvé ça passionnant. À peine la WWDC terminée, l'édition 2022 fermera ses portes virtuelles ce vendredi soir, les rumeurs repartent au galop. Vous croyez que les Mac portables se limiteront désormais aux 13, aux 14 et aux 16 pouces ? Eh bien non, selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaillerait sur 2 nouveaux modèles à base de M2, ou plutôt sur le retour de 2 diagonales d'écran historiques, le 15 pouces et le 12 pouces. Le 15 pouces serait un grand MacBook Air, le plus grand à ce jour. Le 12 pouces, lui, pourrait être un MacBook Pro 12 pouces et serait le plus petit Mac portable depuis des années, sortie possible à la fin de l'année prochaine ou début 2024. Est-ce que tu vois vraiment, Ellie, une gamme de portables Mac qui va du 12 au 16 pouces avec toutes les diagonales d'écran entre les deux ? Franchement, non. Et ça m'inquiète un peu. Parce que ça serait revenir à la très mauvaise période d'Apple des années 90, où en fait il y avait 15 déclinaisons. Il faut revenir aux essentiels. Cette grille qu'avait fait Steve au départ en disant un modèle grand public, un modèle professionnel en portable et en desktop, c'était très clair. Bon, là maintenant il y a plus de déclinaisons, mais il faut que les déclinaisons restent raisonnables. Quelle différence entre un 13 pouces
13.6 comme le MacBook Air M2, le 14 du MacBook Pro 14, je parle en diagonale d'écran. On intercalerait un 15, mais ça serait un R, et puis après, il y aurait un 16, mais qui serait un Pro. Et à côté de ça, il y aurait un Pro, mais qui serait un 12. Alors là, les gens ne comprendront plus rien. Donc, et comment faire la différence? Quelle serait la différence de performance? Franchement, tout est possible avec Apple, hein, mais je comprendrais pas bien cette gamme. Et quant à la deuxième génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de M2 Pro et M2 Max, elle pourrait arriver avant la fin de cette année, soit 1 an à peine après le lancement de leur prédécesseur. Oui, ça a beaucoup plus de sens. Le M2 est sorti, la déclinaison Pro et Max doit être en cours de test, puisque l'architecture existe déjà à la base. Et après, c'est une question de timing, hein. Fin d'année, s'ils arrivent à produire. Sinon, ça sera un tout petit peu plus long, mais on sera entre les 12 et les 18 mois maximum, qui est aujourd'hui le timing Apple de renouvellement d'un produit. De plus en plus grand, 14,1 pouces, ce serait la diagonale du nouveau grand iPad Pro à processeur M2 sur lequel Apple serait en train de travailler. Information de l'analyste spécialiste des écrans Ross Young qui dit en avoir eu confirmation par ses sources chez les fournisseurs d'écrans. Lancement potentiel début 2023 pour ces iPad Pro qui cumuleraient le ProMotion, Face ID et le rétroéclairage mini LED. Il s'ajouterait à la nouvelle génération d'iPad Pro M2 comprenant un 11 pouces quasi identique au modèle actuel en termes de design et un 12 pouces neuf avec des bords plus fins autour de l'écran selon Majin Buu, un leaker qui avait évoqué State Manager avant la WWDC 2022. Ça, tu vois, cette rumeur-là a beaucoup plus de sens parce que on attend vraiment cet iPad Pro grand écran, cette tablette dont tout le monde rêve pour pouvoir faire plein de choses dans cette taille d'écran-là en tactile. Et en ce qui concerne le 11 pouces, c'est un peu le vilain petit canard chez Apple, donc il évolue, mais pas tellement dans le design. Il va passer à un processeur plus rapide, et le 12.9 avec des bords plus fins, pourquoi pas, puisque c'est une certaine taille, il faut que ça devienne facile à manipuler, donc ça, vraiment, j'y crois, et on les attend avec impatience. C'est le grand jour pour All Mankind saison 3. Apple l'avait promise pour le 10 juin et nous y sommes. Une saison 3 qui se passe dans les années 90. C'est la fiction continue puisque les voyages interplanétaires commencent. Direction la planète rouge. Alors calmez votre joie, hein. Apple va diffuser chacun des 10 nouveaux épisodes au compte-gouttes à raison d'un épisode chaque vendredi. Il faudra patienter jusqu'au 12 août pour connaître l'épilogue de cette saison 3. Qui, paraît-il, Ellie, est digne des 2 premières. Mais écoute, oui, j'ai eu la chance de voir l'épisode 1, je te l'avoue, et il est vraiment incroyable, hein. Donc pas de spoil, bien sûr, mais de plus en plus de moyens, puisque les 2 premières saisons ont marché du tonnerre, donc là ils ont mis de gros moyens techniques. Alors évidemment, c'est tourné en Dolby Vision, en Dolby Atmos, donc quand on fait tourner ça dans son salon, à fond la caisse, c'est juste incroyable. Les couleurs sont magnifiques, les effets spéciaux sont remarquables. Et donc, je vous encourage très vivement à la regarder. Et on va attendre tous les vendredis, comme on attend Obi-Wan Kenobi aussi, et comme on attend quelques autres séries en ce moment qui sortent toutes les semaines et au compte-gouttes. Mais au moins, ça nous occupe. On vous parle beaucoup d'API depuis le début de cette semaine. Ces interfaces de programmation sont des technologies prêtes à l'emploi contenues dans des bouts de code informatique que les développeurs peuvent intégrer à leurs apps. Et l'une de ces API permet d'utiliser la puce U1 avec ARKit, le kit de développement de la réalité augmentée chez Apple. Il s'agit en l'occurrence de l'API baptisée Nearby Interactions, interaction de proximité en français. Elle avait été lancée avec iOS 14 pour profiter de la puce U1 à bord de l'iPhone 11 et les suivants. Cette puce permet une localisation très précise dans l'espace avec différents appareils. On retrouve la puce U1 dans l'Apple Watch également depuis la série 6. iOS utilise déjà la puce pour localiser précisément vos AirTags. On comprend tout l'intérêt de ces technologies pour un futur casque de réalité mixte, casque qu'Apple a présenté, Ellie, à son conseil d'administration déjà.
Et oui, encore un petit détail très important avant la sortie de ce casque, puisque rappelez-vous que chez les concurrents, les casques ne fonctionnent que si vous mettez des sortes de gants tactiles qui permettent, reliés d'ailleurs, et qui permettent de situer vos mains, puisqu'il y a une gestuelle. Donc vous regardez quelque part, très bien, on a des tas de capteurs dans le casque, mais si vous faites quelque chose avec les mains, un geste, etc., il faut que le système le perçoive. Et donc, le fait de pouvoir localiser, par exemple, une Apple Watch, c'est quelque chose de plus qui permet d'avoir un truc sans fil, qu'on a l'habitude de porter, qui n'apparaîtra pas bizarrement comme un contrôleur de PlayStation ou d'Oculus. Moi, je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, on pourrait voir peut-être à cette occasion-là la célèbre bague Apple dont on parle depuis des années, qu'on pourrait mettre à l'autre main, qui serait plus simplifiée dans ses fonctionnalités, peut-être un capteur de quelque chose, mais qui permettrait en tout cas de localiser ce que vous faites avec l'autre main, celle qui n'a pas d'Apple Watch, parce que sinon il faudrait mettre 2 Apple Watch, et là ça serait un tout petit peu exagéré. Oui, donc t'imagines l'Apple Watch d'un côté et une bague de l'autre. Une bague, par exemple, ou peut-être un bandeau, mais quelque chose de plus simple, et qui permet juste, avec une puce U1, de localiser ce que vous faites avec l'autre main. Et puis c'est confirmé, iOS 16 permet désormais la lecture de la puce NFC incluse dans la nouvelle carte d'identité française au format carte de crédit. France Identité confirme donc le lancement prochain d'une appli officielle sous iOS 16 qui permettra d'intégrer sa carte d'identité à son smartphone avec des infos authentifiées qui pourront servir sur tous les sites qui utilisent France Connect. Élie. Ça, c'est très important et la France, du coup, va prendre une avance puisqu'il y a d'autres pays européens qui font déjà ce genre de choses, mais évidemment pas sous iOS puisqu'ils ne pouvaient pas lire la puce NFC. C'est le cas de la Lituanie, c'est le cas de l'Espagne, où ces documents existent en électronique, mais sous Android. Et puis le fait de pouvoir permettre maintenant d'utiliser et de lire des renseignements NFC font que, par exemple, on pourra enfin probablement utiliser ce type de technologie pour acheter ses tickets de métro ou pour valider ses tickets de métro ou de bus, puisque ça utilise du NFC, et pour faire des tas d'autres choses qui aujourd'hui se font dans le monde Android et pas encore dans le monde Apple. On peut, oui, acheter un ticket puisqu'on fait un paiement, mais on ne peut pas valider un ticket parce que c'est une lecture d'une information. Et donc, tout un monde nouveau va s'ouvrir à partir du moment où Apple permet d'utiliser les capacités de lecture d'une puce NFC autrement que pour faire de l'Apple Pay. Qu'est-ce qu'Apple a mis longtemps avec le NFC quand même ? C'est dingue, parce que ça fait tellement de générations d'iPhone qu'on a cette capacité, mais que le logiciel le bloque pour des raisons de sécurité. Donc, il était temps. Et puis maintenant, ce qu'il faut, c'est que les développeurs comprennent que c'est là, et qui se rappellent que y a un marché potentiel et qu'ils l'adoptent parce que ça marche pas tout seul. Il faut bien que les développeurs mettent un petit coup de pouce dans leur logiciel pour que ça fonctionne, mais je pense qu'ils vont le faire assez vite. Sinon, on en parlera à notre ami Mouloud qui ira le dire à Tim lors d'une prochaine interview. La quotidienne iWeek revient lundi.